sur ma chaîne. Je suis Léon, Léon Dormeur. Et ce soir, je vais te faire une petite vidéo d'ASMR spécial bavardage sur canapé. Alors, qu'est-ce que le bavardage sur canapé? Le bavardage sur canapé, c'est un bavardage où on est installé sur un canapé. C'est très original ce que je dis. Le bavardage sur canapé, c'est un bavardage qui tourne autour et qui parle principalement de films, de séries, des plateformes aussi numériques. J'ai Netflix et Prime seulement. Et je vais aussi faire quelques petits massages de crâne. Disons que le bavardage sur canapé, c'est un bavardage où je vais parler plus principalement de films, de séries, de plateformes comme Netflix, Prime que j'ai aussi avec l'offre Free, j'ai eu pas mal de chaînes dont Paramount Channel qui est vraiment très intéressante, ce qui me permet de voir plein de films Paramount des années 90 et bien avant 90. Paramount a fait vraiment des sacrés bons films avant les années 2000. Après, bon, on peut pas dire qu'ils ont brillé, à part le dernier Top Gun, et je suis même pas sûr que ce soit Paramount aussi, je pense que si, parce qu'ils sont sortis dans le même boîtier, donc. Mais voilà, je pense que les années 90 et 80, quand même, Paramount a fait une multitude de films. Et franchement, la chaîne Paramount, ça fait plaisir et ça m'a permis de voir déjà deux films des années 90. Enfin, pour l'un c'est sûr et pour l'autre je ne suis plus sûr du tout en fait. Que j'ai enregistré. Donc il y a La Femme du Boucher. La Femme du Boucher, alors j'ai pas l'année mais je crois que ça doit être 91, 92 par là. La Femme du Boucher, je connaissais un peu la jaquette. C'est une jaquette où on voit une femme. Où elle a le menton dans la main comme ça. Et elle a comme un peu de... Et elle a une main comme ça, elle a les jambes croisées, elle est assise. Et son autre main, elle déverse sur des trucs comme des paillettes ou je ne sais quoi. Une jaquette qui est assez banale, mais surtout le titre, c'est un titre en français tout du moins. D'ailleurs, je connais pas le titre en anglais d'origine. Je crois que c'est le même titre peut-être. Je ne suis plus sûr du tout. Donc ce film-là, c'est vrai que je connaissais vaguement l'affiche. Je l'avais déjà entreaperçu quelque part, ça c'est sûr. Et comment dire, avec un titre comme La Femme du Boucher, ça faisait pas trop envie. Voilà, ça faisait penser à des films mi-comédie, on va dire pas horrifique, mais mi-bizarre, comme quand Harriet découpe Charlie, ou je sais plus quoi, il y avait un truc comme ça qui était un film, une sorte de comédie romantique. Ça m'a pas transcendé ce film-là, je me rappelle même plus de quoi ça parlait. Je sais que c'est avec l'acteur qui joue dans Wayne's World. Donc voilà, c'est avec un titre comme ça me faisait penser à ces petits films qu'il y avait dans les années 90, mi-comédie, avec des crimes, des trucs bizarres, des trucs pas terribles, hein, franchement. Donc c'est vrai que le titre me faisait pas envie, et là je l'ai vu que Paramount le diffusait là. Ils vont le diffuser encore pendant quelques mois, il apparaît comme ça de temps en temps. Et comme il vient tout juste d'être proposé depuis peut-être un mois. Ah bah, attends,
7 mai, donc ils vont encore le proposer encore un petit peu, je pense, quelques mois. Donc c'est vrai que c'est un film qui faisait pas envie, et là je l'ai enregistré, et je l'ai découvert. Et franchement, déjà j'étais surpris de voir que c'était avec Demi Moore et Jeff Daniels aussi qui est connu. Donc on a une Demi Moore qui a les cheveux longs. Je crois, de tous les films de Demi Moore que j'ai vus, je n'ai jamais vu avec les cheveux longs. Elle a toujours les cheveux courts, brune aux cheveux courts. Et là, elle a les cheveux longs, donc c'est vrai que je ne l'ai pas reconnue sur le coup. Donc c'est une petite comédie romantique. Alors, c'est une femme qui est voyante, qui a des dons de voyance, mais surtout autour de l'amour, et qui voit pour elle l'arrivée de son âme sœur. Elle le voit arriver, donc il y a plusieurs signes et tout ça. Et à un moment donné, elle voit un homme débarquer en bateau, et tout de suite, elle lui tombe dans les bras parce qu'elle l'a vu venir. Donc quand elle l'a vu en bateau arriver et échouer sur sa plage, la plage de sa petite ville, tout de suite, elle s'est jetée dessus et elle a décidé de se marier le jour même avec lui. Et c'est un boucher. Voilà, et c'est pas le... Enfin bref, c'est un boucher. Donc c'est un boucher qui vit à New York, qui travaille à New York. Et comme elle va l'épouser, bah, elle va le suivre à New York. Et là, on se retrouve dans une petite ambiance New York des années 80-90. Enfin, une jolie ambiance new-yorkaise. Ça m'avait manqué. Quand j'ai vu ce film-là, j'ai retrouvé les filtres un peu des années 90. L'ambiance des films, des comédies des années 90, quand Harry rencontre Sally et d'autres. En plus, à New York, j'ai retrouvé cela. Et en plus, c'est un film que je n'avais pas vu. Donc ça m'a fait un effet un peu nostalgique au niveau... et c'est un filtre très particulier. Hein. Ça se fait plus trop dans les films aujourd'hui. Ça donnait un côté vraiment cinéma. C'est un côté cinéma que j'aimais beaucoup. Et donc il y a un filtre spécial. C'est à New York. Un filtre, on va dire, typique des années 90-80. Pour les comédies romantiques, et ça se passe à New York, je me répète, hein, je redonne beaucoup. Et c'est une petite comédie romantique très rigolote, enfin très rigolote, j'exagère quand je dis très rigolote. C'est simple, c'est plaisant, ça se regarde, comment dire, ça se savoure tranquillement. C'est avec la femme du boucher, je trouve qu'on a vraiment un très très bon film, très bonne comédie romantique des années 90, et ça m'a fait vraiment plaisir. Donc je me le suis mis de côté pour le revoir parce que il n'est pas sorti en Blu-ray, je crois. Il n'est pas sorti en Blu-ray, et l'image m'a l'air d'être une belle image HD malgré tout. Donc c'est des films qui ont été rénovés mais qui ne sont pas sortis en Blu-ray. Donc c'est peut-être la seule version haute définition de ce film-là qui traîne. Voilà. Donc je me le suis gardé de côté dans mes enregistrements sur le service Free. Et un deuxième film, Chassé croisé. Alors ça, je connaissais pas du tout. Déjà, il a un titre français, ce qui est assez rare, et il existe un DVD. Mais il n'y a pas de version française pour ce film-là. C'est un film en anglais, sous-titré français. Point barre. Terminé. Et c'est une petite comédie romantique. Alors je sais plus où ça se passe. Je suis pas sûr que ça se passe à New York. Mais ça se passe. Ça se trouve, ça se passe à New York aussi. Qui dit sa petite amie? Échappé. Non, c'est pas marqué là. Donc ça se passe dans une ville américaine. Donc une très jolie petite bourgade américaine de je ne sais où. Je pense que c'est peut-être New York. Et comment dire, donc ce sont des personnes qui... donc c'est un agent de change, c'est marqué d'ailleurs, un agent de change sous-loue sa garçonnière à deux personnes. Un chef récemment... Un chef, déjà il manque des mots. Un chef qui a récemment quitté... Ah non. C'est moi qui sais plus lire. Un chef récemment quitté par sa petite amie et une femme mariée qui veut échapper à sa vie monotone.
Donc on a un appartement qui est sous-loué par 3 personnes. Donc l'agent le change, qui se garde deux journées là-bas, ou une journée, je sais plus. Un chef qui, comme il n'a pas les moyens, bah, il vit en colocation avec plein de monde. Donc c'est vraiment pas évident. Donc avec le peu d'argent qu'il a, il sous-loue cet appartement 2 jours par semaine pour pouvoir faire des rencontres et tout ça. Parce que quand tu fais des rencontres, tu ramènes une femme dans un appartement plutôt correct. Donc c'est un appartement qui divise en 3 et chacun a sa petite zone avec sa petite décoration, machin, tout ça. Et il va se passer des choses et patati et patata. Voilà. Donc c'est vraiment un film qui est... alors là, on n'est pas dans du classique, une comédie romantique classique comme La femme du boucher. On est plus dans une comédie, comment dire, un peu... le nom va m'échapper. Un film avec John Cusack. Ça peut me revenir, là, je l'ai sur le bout de la langue. C'est un disquaire. C'est un disquaire, il y a aussi l'autre qui est rigolo dedans. Ça va me revenir. J'adorais ce film-là, je l'avais en DVD. J'ai découvert en DVD. C'est, on va dire, une petite comédie romantique qui était sur la musique et tout ça. Et la tête, et des choses se perdent, je trouve. Donc il y a John Cusack. D'ailleurs, j'ai vu un autre film avec lui là. John Cusack. John Cusack, quand il est disquaire, c'est un nom anglais. Il y a même un bouquin qui est sorti que High Fidelity, c'est ça. High Fidelity. Donc le film avec John Cusack, c'est High Fidelity avec John Cusack et Jack Black. Jack Black qu'on connaît récemment dans les Jumanji, les récents là. Jack Black. Donc High Fidelity, Chassé croisé, ça me fait penser un peu à ça. High Fidelity, c'est un film que j'aimerais bien revoir d'ailleurs. High Fidelity, c'était autour de la musique et tout ça. Donc on avait comme un gars qui était passionné de musique, qui avait une collection de vinyles énorme et qui rencontre une femme, c'est joué par Lisa Bonet, qui est une artiste qui joue dans les petites boîtes. Alors je sais plus où ça se passe exactement. C'est peut-être pas New York, hein, je peux pas dire des conneries. Hein. Est-ce que c'est marqué là? Donc c'est un film que je trouve vraiment... c'est un style de comédie romantique un peu nostalgique, un peu tristounette. Qui est, comment dire, c'est un genre de comédie romantique que j'aime beaucoup. Qui est très philosophique peut-être. Psychologique, philosophique. Ouais, je sais pas. Contrairement à peut-être La femme du boucher ou Quand Harry rencontre Sally ou toutes les comédies romantiques comme Coup de foudre à Notting Hill, Coup de foudre à New York, je ne sais où. Toutes ces petites comédies romantiques qui sont très légères, très rigolotes, enfin le trait est un peu exagéré à chaque fois, qui sont rigolotes, qui sont sympathiques, qui se machin. C'est un genre de comédie romantique classique. Là, avec Chassé croisé et High Fidelity, on est dans un genre de comédie romantique un peu plus, peut-être psychologique quoi. Donc on a des gens qui sont un peu plus tristounes, qui sont un peu plus qui parle. C'est vrai que dans High Fidelity, c'est quelqu'un qui philosophe beaucoup. Et comme c'est autour de la musique, c'est pas mal. Et faudrait que je le revoie celui-là, mais il a pas dû sortir en Blu-ray, ou je ne sais pas. Ah, si. Il a dû sortir en Blu-ray, est-ce que je vois le Blu-ray là? High Fidelity, j'aimais beaucoup ce film-là. Un film qui pourrait être dans mon top 10 si je pouvais remettre la main dessus quand même. Donc voilà, donc là ça fait quand même 2 petits films intéressants que j'ai découvert avec Paramount Channel. Donc, je sais qu'avec Bouygues Télécom je n'avais pas Paramount Channel. Là je suis quand même content d'avoir l'occasion de faire un peu le catalogue Paramount des vieux titres quand même. Ça reste des vieux titres. Hein. T'auras pas les récents parce que les récents c'est sur Paramount Plus, machin, c'est un service payant. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils mettent dessus? Parce que pour moi, Paramount ils sortent plus grand chose, ou je ne sais pas, mais là. Et à Destinataire Inconnu, bon, ça c'était pareil, ça c'est une comédie
romantique. Pareil, c'est Paramount, hein, comédie romantique. Alors cette comédie date un peu plus après les années 2000, je crois. C'est Kate Capshaw qui est, je crois, la femme de Steven Spielberg. Kate Capshaw, qui doit être toujours la femme de Steven Spielberg. Et il y a Hélène DeGeneres dedans. Et il y a Tom Selleck aussi, je ne dis pas de bêtises, plus d'informations. Il y a Tom Selleck, voilà, et il y a Tom Everett Scott qui était vaguement connu dans les années 90, fin 90 on va dire. Donc là je peux vous lire déjà le synopsis. Une paisible bourgade de la Nouvelle-Angleterre, marquée par une douloureuse rupture. Hélène, une libraire quadragénaire, n'attend plus rien de l'amour et pense avoir tiré un trait définitif sur sa vie sentimentale. Un jour, elle trouve une lettre anonyme, fort romantique, qu'elle croit lui être destinée. Très troublée, elle se jure de découvrir l'identité de son mystérieux admirateur. Elle comprend bientôt que Johnny, l'un des deux stagiaires qui l'épaulent pendant l'été, est secrètement amoureux d'elle. Celui-ci, à son tour, tombe sur la lettre et se persuade qu'Hélène l'a écrite à son intention. Ce quiproquo ne manque pas de les rapprocher. Donc là c'est pareil, on a une comédie romantique, c'est pas forcément rigolo, c'est pas forcément léger, comme les comédies romantiques classiques. On a quelque chose de peut-être un peu plus psychologique. Et là ce qui est original, c'est comme on a comme une comédie, une quadragénaire, donc une femme de 40 ans. Kate Capshaw qu'on a vu surtout dans Indiana Jones et le Temple Maudit, et dans Black Rain de Ridley Scott aussi. Donc là c'est peut-être, elle n'a pas fait beaucoup de films, Kate Capshaw, ça doit être un de ses derniers films parce que c'est la première fois que je la vois, on va dire, aussi âgée. Elle a 40 ans, elle est très très bien pour 40 ans, franchement, très très belle femme même à 40 ans. J'essaie de parler plus fort que les gars qui gueulent dans les couloirs. Oh le cirque. Je fais une pause. Je vais peut-être pas les entendre, mais on a de sacrés loustiques hein, chez moi. Oh là 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 là. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ils nous mettent de sacrés loustiques. Hein. Puis ça parle au téléphone dans les couloirs, genre... Là, il est 11 h du soir, chez moi. Il est 11 h du soir, il y a un gars qui parle dans les couloirs très très fort. Et ce gars-là, c'est un boulet extrême. Il jette ses ordures par la fenêtre et tout. On reçoit tous un courrier, on se fait tous remettre un peu d'équerre. Il faut pas jeter les ordures par la fenêtre, sinon on va vous faire payer, machin, tout ça. Ça a mal se passer parce que moi, s'ils me font payer le moindre centime, et je pense qu'ils ont dû facturer ça dans les charges pour des zigotos comme ça, dont ils savent très bien qu'ils foutent le bordel, qu'ils font chier tout le monde là-dedans. Ils sont parfaitement au courant que c'est eux qui balancent en plus les ordures par les fenêtres. Ils savent très bien que c'est eux. Donc c'est un film, c'est un film comédie romantique que je mets à part. Voilà. Je vais pas dire philosophique, psychologique, nostalgie. C'est un peu à part. High Fidelity, Chassé croisé et Destinataire inconnu. On est vraiment dans un genre de comédie romantique un peu à part que j'aime beaucoup et que je conseille évidemment. Alors ces trois films-là, ils devraient encore passer sur Paramount Channel si vous avez accès. Ou sinon, bah, il y a d'autres manières de voir ces films-là. Donc voilà, là j'ai fait quelques enregistrements. Il y a Stardust, il n'y a pas... Là il n'y a pas grand-chose. Voilà, je vais aller voir donc sur Prime, d'abord Netflix, voir ce qu'il y a sur Netflix. Je vais peut-être baisser. Sweet Tooth.
c'est mal fichu. Sur PC c'est un peu mieux fichu. Je comprends pas qu'ils n'arrivent pas à faire une appli télé plus ergonomique. Alors qu'est-ce que j'ai vu? Tiens, j'ai vu Sous la Seine, le film français de requin. Alors, je, mon avis là-dessus, eh ben, je trouve déjà les points positifs. Parce qu'il y a des points positifs pour un truc français. Et vous me connaissez peut-être un petit peu, j'ai beaucoup de mal avec les trucs français en ce moment. À part l'époque des Louis de Funès et tout ça, ou des Jean Gabin, Lino Ventura, tout ça. Depuis, je suis... j'aime pas beaucoup le cinéma français, on va dire, à part quelques films comiques qui sont pas mal, mais sans plus, hein, ça n'est pas transcendant non plus. Sous la Seine est un truc français, un film français spécialement peut-être commandé par Netflix, donc c'est un film Netflix français. Euh, comment dire, les points positifs c'est déjà les plans, on a des plans magnifiques, on a des plans très très beaux quand ils sont sous la mer, déjà avec l'intro, le début, avant le titre, on a des très beaux plans sous la mer, et on a aussi un plan qui est vraiment magnifique et je trouve qui est vraiment classe, juste avant le titre, Sous la Seine. Ce plan là je dis waouh, c'est très très beau, ils ont fait des plans magnifiques, mais ça c'est des plans on va dire sans effets spéciaux, où ça reste des très très beaux plans où vraiment les effets spéciaux sont bien, ce qui je ne pense pas qu'il y ait des effets spéciaux là, parce que c'est le gros point négatif du film, c'est que les effets spéciaux CGI machin tout ça, le peu qu'il y a, les gros effets spéciaux qui sont intégrés à un très très beau film avec des très beaux plans sur Paris tout ça, les effets spéciaux jurent énormément. Au tout début, quand le requin attaque, on voit que c'est un effet spécial pas ouf, mais ça passe, c'est sous l'eau, c'est machin tout ça. Quand on est sur la Seine, où t'as des très beaux plans de Paris, alors là je peux dire que ça c'est beau. Franchement les plans, celui-là, le réalisateur je sais pas qui c'est, mais il a fait waouh, il a un talent je pense pour peut-être la mise, je sais pas comment on dit ça, les plans, il a la belle photographie, ouais, la photographie. On peut dire que c'est la photographie, je sais pas, en tout cas les plans sont magnifiques et t'as un effet spécial, des effets spéciaux tout ripou, où tu vois un requin par exemple choper un gars par dessous comme ça, un nageur, et tu vois le nageur et après tu vois une vue de dessus où tu vois un plan magnifique de Paris, de la Seine et tout ça. Et tu vois des mauvais effets spéciaux tout dégueulasses, tout ripou, vraiment ripou, franchement. Et donc là, il y en a un qui est vraiment très ripou. Celui-là, ils auraient pu l'éviter, quoi. Ils auraient pu faire autre chose, couper peut-être plus rapidement pour pas qu'on voit trop c'est très mal fait. Et on en a un autre où le bateau de police est renversé et les personnes sont renversées en même temps. C'est pareil, là on a quand même deux effets spéciaux qui jurent énormément avec tout le reste. Donc ça c'est le gros défaut, je trouve, du film. Voilà, et ça jure énormément avec la qualité des plans, parce que les plans sont magnifiques, il faut le dire. Les plans sont magnifiques. Le jeu d'acteur est pas mauvais. Voilà, c'est du français, faut pas s'attendre à... C'est pas George Clooney, c'est pas Brad Pitt, c'est pas des gros talents américains, quoi. Il y a les acteurs principaux, les deux acteurs principaux joués par le flic et la spécialiste des requins, là, Bérénice Bejo. Ceux-là, ils sont assez convaincants. L'actrice qui joue la maire de Paris, et là je l'ai trouvée convaincante et rigolote. Enfin, je la trouve, ça fait très Anne Hidalgo, quoi. Donc il y a le préfet de Paris, et ils ont fait un préfet qui ressemblait beaucoup au préfet l'allemand, qui doit plus être en place aujourd'hui, mais ça a dû être prévu avant ce film-là. Ils ont voulu, avec son énorme chapeau de policier là, enfin de... Et, il y a des trucs très très drôles avec le préfet sur la fin, où le préfet s'énerve comme ça, je vous laisse la surprise, et voilà. Et l'autre Hidalgo, voilà. Donc là, il y a des acteurs, c'est très bien, il y a d'autres acteurs, c'est un peu moins bien, quoi. C'est des acteurs qui ont été chargés, je sais pas où,
c'est sûrement les fils de machin, tel, tiens, tu veux pas placer la cousine de mon frère, de machin, tout ça dans ton film, vu que je l'ai financé, tu sais, ah ouais, d'accord, vas-y, allez, tiens, hop. Et on fait tourner des acteurs très très moyens, ce qui gâche un peu le truc avec des acteurs quand même plus convaincants comme Bérénice Bejo qui a quand même beaucoup plus d'expérience. Voilà, donc après on a le scénario, crédible, pas crédible, bon bah, on demande pas à un moment donné, crédible, pas crédible, on s'en fiche un peu, j'ai revu le nom, même les Dents de la Mer de 75, 1975 de Steven Spielberg, on pourrait trouver des choses pas crédibles dedans. J'en suis persuadé, comme le fait que le requin puisse couler avec trois tonneaux, tu vois. Ça me paraît peu probable à voir, mais donc on pourrait trouver des trucs crédibles, pas crédibles. C'est pas le but. Le but c'est que ça soit quand même divertissant. Le but c'est que ça soit dans l'histoire plus ou moins convaincant avec l'évolution et tout ça. Donc le scénario pour moi il est bien. Il est bien. Voilà, le scénario est bien. Ce qui cloche, c'est les effets spéciaux un peu ripoux. Il y en a deux, trois qui sont très ripoux. Après le reste, ça passe très très bien. Ce qui cloche, c'est les petits acteurs, les petits seconds rôles qui sont très mal joués. Sûrement les fils de machin et compagnie. Le scénario, il est très bien, il n'y a pas de souci. Et l'humour, donc les dialogues sont malheureusement, par rapport au scénario, gâchent un peu le truc. À part peut-être, comme je dis, avec le préfet l'allemand, le machin, il y a deux trois trucs sympas. Mais je trouve que les dialogues sont très... Voilà, l'humour du début par exemple de l'intro, c'est un humour très classique, très copié-collé sur tout ce qu'on a vu, voilà. Voilà, t'as des plongeurs qui plongent et qui se font un humour qui charrie un petit peu, et machin, et t'as peur, et machin, gna gna gna, et l'autre il fait un doigt sous l'eau, c'est marrant, bon. C'est l'humour, l'humour aura des pâquerettes, je pense que dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui ont un meilleur humour que ça, donc à un moment donné, tu réfléchis un petit peu à ta vie, tu te dis est-ce que j'ai pas rencontré quelqu'un qui avait plus d'humour que ça, qu'est-ce qu'il dirait à ce moment-là, quoi. Est-ce qu'il dirait un truc bateau comme ça, où il y aurait beaucoup plus d'humour que ça, tu vois. Donc les dialogues, ça manque d'intention, ça manque, voilà, je vais pas parler de crédibilité parce qu'on n'est pas dans la crédibilité, mais ça manque, je trouve, d'intention. Et voilà, mais ça reste plaisant à regarder dans l'ensemble. Et la fin appelle éventuellement une suite intéressante. Quoique la fin, je n'ai pas compris pourquoi ça se finit comme ça. Je vous laisserai regarder. Je me pose des questions. Là, c'est pareil, niveau crédibilité, je ne sais pas. À voir. Donc c'est très intéressant quand même, c'est plaisant. Franchement, pour un truc français, et j'ai dit un truc français, pas un film français, pour un truc français, je dis bravo, je félicite au moins le réalisateur, parce que je pense qu'il a fait avec les moyens du bord aussi. Et au niveau des plans, continue comme ça, vas-y, je t'encourage. Les plans, franchement, magnifiques. Franchement, des super plans, des plans sous l'eau magnifiques au début. Ouais, des plans au début qui sont magnifiques et vraiment classe. Non, il y a des moments qui sont prenants. Et c'est vrai que le début, c'est très prenant quand Bérénice Bejo est entraînée dans le fond et tout ça. C'est prenant, c'est super, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, c'est vrai que je dois bien vous avouer, c'est sur la fin, j'ai fait un peu autre chose et j'ai regardé d'un œil, tu vois, je regarde, hop, et j'ai fait autre chose, je sais plus quoi d'ailleurs. Donc j'ai un peu décroché sur la fin, mais j'ai quand même vu des effets spéciaux, parce que c'est sur la fin qu'il y a 2-3 effets spéciaux un peu ribou. Et j'ai quand même apprécié le préfet l'allemand s'énerver, j'ai adoré ça. Donc voilà, enfin, il n'y a pas de nom, il donne pas de nom, mais c'est le préfet qu'on voit, c'est hommage au préfet l'allemand, et la mère, c'est hommage à Anne Hidalgo. Donc c'est très très rigolo, quoi. Alors Night Shyamalan, franchement, M. Night Shyamalan, il a fait des films incroyables. Il a fait Le Sixième Sens, il a fait Incassable, il a fait Signe avec Mel Gibson, énorme, énorme film. Et il a fait aussi Le Village. Donc il a fait 4 parmi 4 de ses, je crois que c'est ses 4 premiers films d'ailleurs. Ces 4 premiers films, je suis pas sûr qu'il en ait fait d'autres avant. Donc ces 4 premiers films, il a fait comme des films, je trouve,
assez mitigé. Il y a quand même le film aussi avec le pollen tueur, là je sais plus comment ça s'appelle, ça fait Phénomène peut-être. Ouais, il y a tellement de films qui s'appellent Phénomène, je crois qu'il y a 3 films. Malgré tout, comme Knock at the Cabin, on est quand même dans un univers assez original, des histoires assez originales. Et Knock at the Cabin, bah, t'es pris dans l'histoire. Alors c'est pas un chef-d'œuvre, ça m'a pas autant marqué ou autant plu que Signe. Pour moi, c'est mon préféré, Signe, avec Mel Gibson et Joaquin Phoenix. Mais c'est plaisant à regarder quand même. C'est plaisant, ça se regarde. Voilà. Alors dedans, il y a l'acteur qui joue Ron dans les films de Harry Potter. Comment il s'appelle? Il y a Dave Bautista et Jonathan Groff, Ben Aldrich. Ça doit être Rupert Grint, l'acteur qui joue Ron dans Harry Potter. Rupert Grint, ça doit être ça. Peut-être que je me trompe, mais. Donc, c'est un film intéressant, spécial et intéressant quand même, malgré tout. À voir. Mais vous attendez pas à voir un chef-d'œuvre absolu non plus. Il faut prendre ces films-là comme je sais pas, des histoires originales qui font réfléchir malgré tout. Qui vous font cogiter, quoi. Qui vous mettent un petit peu de pression quand même dans votre petite tête. Petite tête. Le salaire de la peur, je préfère ne pas regarder. C'est un remake en plus. Ok, donc ça c'est les nouveautés. Donc, sur mon profil, vous avez Gilmore Girls, évidemment. Le jeu de la dame, évidemment. The Witcher, faudrait peut-être que j'essaie de regarder la suite. Il y a Virgin River que j'avais vu la première saison. Et il faudrait que je m'y remette d'ailleurs. J'avais bien aimé la première saison il y a longtemps. Et là, il y a apparemment 5 saisons sur Netflix, donc à voir. Alors, top 10 des films aujourd'hui, on a Sous la Seine. En 2, en premier, on a Sous la Seine. En 2, on a un truc, un dessin animé, je sais pas ce que c'est. M'intéresse pas. En 3, on a Les Couleurs du Mal Rouge, je sais pas ce que c'est, m'intéresse pas. Voilà. En 4, on a Real Steel. Mais Real Steel, c'est très vieux ça. Enfin, c'est très vieux. C'est pareil, je l'ai en Blu-ray. C'est avec Hugh Jackman et Evangeline Lilly, qui est connue notamment pour son rôle dans la série Lost. Evangeline Lilly. C'est pareil, c'est un film de 2011, ouais, donc ça reste quand même, ça commence à dater. C'est un film sympathique, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'agace dans ce film-là, je sais pas ce que c'est. 47 Meters Down. Avec peu d'oxygène 2017. Ce qui m'agace un peu avec Netflix, je trouve qu'ils mettent des extraits au lieu de mettre des bandes annonces. Il ferait mieux de mettre des bandes annonces, je pense. Enfin bon, ça peut être intéressant. Apparemment, c'est un mec qui est coincé dans une cage à requins à 47 mètres de profondeur, apparemment, vu le titre. 47 mètres de profondeur, et il est entouré de requins qui. Donc, c'est un film, une sorte de huis clos dans une cage à requins sous l'eau. À voir, pourquoi pas. En 6ème position, nous avons Atlas, que j'ai vu avec Jennifer Lopez. C'est un film sur l'intelligence artificielle qui a pété un câble un jour et que machin. Alors, le début du film, c'est très mal joué. J'ai pas reconnu Jennifer Lopez, que je trouvais meilleure actrice que ça dans des vieux films comme Money Train et tout ça. Là, j'ai vraiment trouvé bizarre son jeu d'acteur au début. Et il y a aussi l'acteur qui joue dans la série américaine This Is Us. Et dans les autres acteurs, bon, des gars moins connus, mais bon, ça c'est les deux plus connus. Mais ça reste vraiment très très limité. On sent que les effets spéciaux sont sympas. Ils sont bien meilleurs que Sous la Seine, hein, quand même. Mais
c'est assez inintéressant quand même dans l'ensemble. En septième position, nous avons l'âge de glace 5. Oh la vache, je savais même pas qu'il y en avait 5. Ça a jamais été ma cam l'âge de glace. J'ai peut-être vu le premier, ça m'a pas. Je regarde pas des souvenirs oufissimes. En huitième position, nous avons Battleship. J'avais bien aimé Battleship. Et je l'avais vu à la télé, ça. J'avais bien aimé, c'était impressionnant. Donc, si vous l'avez pas vu, évidemment. En neuvième position, bah, un Steven Spielberg magnifique, grandiose, sur le débarquement, et au moins au début. Hein. C'est pas sur le débarquement, mais le début montre un débarquement qui est assez, on va dire, réaliste. Super film, Soldat Ryan. Si vous avez jamais vu, il faut sauver le Soldat Ryan. Réveillez-vous, réveillez-vous, profitez de le voir. Ils l'ont passé à la télé le soir du D-Day ou peut-être le lendemain, je sais plus. Ils vont sûrement le repasser sur des chaînes genre TMC, machin, enfin d'autres chaînes de TF1. Là. Donc il faut sauver le Soldat Ryan, ça c'est un film à voir. C'est avec, c'est avec Tom Hanks, il y a Vin Diesel dedans. Vin Diesel, un des premiers rôles, si ce n'est le premier rôle de Vin Diesel dedans. Il y a Tom Sizemore, qui est connu pour plein de films, notamment Hit aussi. Edward Burns, qui est beaucoup moins connu. Je peux avoir plus de choses là, s'il te plaît. Plus d'informations. J'ai pas plus d'informations, j'ai pas plus de noms. Il y a le gars qui joue. Eh ben, je vais pas m'en rappeler. Il y a d'autres acteurs, il y a pas mal de petits acteurs quand même. Connus de l'époque. De l'époque, ouais, plein de petits acteurs qui sont connus de l'époque. Des années 90, fin 90. Et en dixième, nous avons une partie de toi. Toute partie de toi. Ça m'intéresse même pas de lire le Simnos. Attends, j'ai pas fini. Obéis-moi. Obéis-moi, Netflix. Obéis-moi. Mad Max, Mad Max. C'est pareil, c'est le bordel aussi sur Prime. Il me remet au niveau du profil, Léon. Il n'y a qu'un profil, il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi chez moi. Pourquoi tu demandes? Et à chaque fois que je sors, il me redemande de cliquer sur mon profil. Poulet aux or. Qu'est-ce que j'ai vu récemment sur Prime? C'est pareil, c'est sur la télé, c'est pénible, hein, on s'y retrouve pas quoi. Ah, là il y a le top 10, mais ah voilà. Qu'est-ce que j'ai vu? Fallout. Alors Fallout, je connaissais les jeux vidéo, mais j'y ai jamais vraiment joué, à part le 1. Il y a très longtemps j'ai dû l'essayer. Mais vraiment 2 minutes. Moi Fallout ça me fait penser énormément à BioShock. C'est un peu le même genre d'univers, toi. Où on va dans le passé et on change ce qui s'est passé dans le passé pour faire un futur genre steampunk quoi, la steampunk, c'est un peu ça quoi. Quoique BioShock, on est vraiment plus dans le passé. On reste dans le passé je crois dans BioShock. Hein. Est-ce que j'ai fait le Infinite et le 1? On est dans un passé. C'est assez mystérieux BioShock d'ailleurs, je pense qu'ils vont faire une série je crois, ou un film. Donc Fallout c'est un peu ça, donc Fallout on retourne dans le passé, sauf que dans un passé en pleine guerre froide en gros, sauf que là où dans la réalité il n'y a pas eu d'explosion atomique, dans Fallout on a une entreprise qui s'appelle je sais plus quoi d'ailleurs, et cette entreprise fabrique des technologies anti-atomiques et tout ça, donc plein de technologies, là ils sont en avance au niveau technologie. Des technologies qu'on appelle aujourd'hui des trucs steampunk, on va dire des objets vintage de l'époque, mais beaucoup plus avancés technologiquement parlant, quoi, comme si c'était des trucs un peu plus modernes. Donc évidemment, dans Fallout, il y a le nucléaire, c'est la fin, c'est l'apocalypse, et on est dans un univers très, comment dire, apocalyptique, hein, et un peu farfelu au début, très violent, très sanglant, évidemment ça agit dans tous les sens. J'ai moyennement apprécié les 3 premiers épisodes parce que je trouvais qu'il y avait un peu d'abus, je trouvais qu'on mettait trop en avant. Il y a un acteur qui m'énervait, les 2 acteurs principaux m'énervaient un petit peu, les 3 m'énervaient d'ailleurs. Les 3 m'énervaient parce que je trouvais que
les trois, ils allaient pas forcément ensemble. Je trouvais le cowboy là, zombie, un cowboy zombie, je sais pas quoi, je trouvais pas très gentil. Non mais c'est vrai, j'ai pas aimé sa méchanceté quoi. J'ai pas aimé sa méchanceté à ce gars-là. Au début, il est trop méchant, trop cruel. La fille, elle est trop teubée quoi. Au début, à un moment donné, t'es content quand elle réagit quoi. T'es content quand elle se met à réagir parce qu'elle est censée savoir se battre. Donc t'es content quand elle commence à réagir, mais elle met du temps à réagir quoi. Donc, et le gars, l'autre avec les machines robotiques, lui, il est un peu psychotique, je trouve, ce gars-là. Il est un peu psychotique, il est un peu, voilà. C'est pas un gars en qui tu peux faire confiance, mais c'est l'univers qui veut ça en fait. Parce que moi, j'ai pas joué au jeu que je connais, ça m'a jamais plus attiré parce que moi, les mondes ouverts, ça me fait profondément chier dans les jeux vidéo. Je le dis, je déteste les mondes ouverts. J'aime les jeux de couloir. Voilà, je suis un grand fan des jeux de couloir et des jeux d'arcade. Donc les jeux à monde ouvert, c'est un peu pénible. Quelques exceptions avec Dark Souls, mais Dark Souls reste un jeu plus ou moins un jeu de couloir quand même, Dark Souls. On est plus dans le jeu de couloir que dans un monde ouvert comme on a l'habitude de voir dans Assassin's Creed et tout ça quoi. Donc Fallout, les 3 premiers épisodes ça m'a un peu saoulé, c'est de la violence gratuite hein. Et après, là ça devient intéressant. Et la fin j'ai trouvé ça très très intéressant. Voilà. Et pareil que ça apporte beaucoup plus de réponses que dans les jeux vidéo. Donc je suis sûr que ceux qui ont adoré les jeux vidéo, ils ont jubilé en voyant ça. Mais ça reste une très bonne série. Là on voit quand même que Prime a réussi son coup là-dessus. Là où elle a loupé sur les remakes de Roundhouse ou la série sur le Seigneur des Anneaux qui est vraiment d'une nullité absolue. Franchement, j'ai jamais vu ça quoi. C'est un chiant quoi. J'ai regardé jusqu'au bout, mais j'ai eu du mal. J'ai eu un mal de chien. Je regardais que d'un œil. Hein. Je regardais, c'est limite je faisais le ménage. Je regardais d'un œil. Ah, c'est quoi, t'en es où? Oh, ça me saoule. Je vais faire mon café. C'en est où? Oh, c'est chiant, c'est chiant. Franchement, j'ai trouvé ça d'un chiant. Je trouvais ça d'un chiant monstrueux. Donc Fallout, ils ont réussi leur coup. Ils vont, je sais faire, les maîtres de l'univers en film. Je m'attends pas à un chef-d'œuvre avec les maîtres de l'univers. Déjà le premier que j'avais été voir quand j'étais gamin au cinéma, le tout premier. J'avais été déçu parce que moi je voulais voir Orko, je voulais voir le Battle Cat, le tigre de combat, des trucs comme ça. Tu vois, je voulais voir des choses qui me rappelaient, on va dire, mes jouets. Tu vois. Et bon, ils ont fait un univers différent et en plus ils les ont envoyés sur Terre. Bon, c'était un film très fin des années 80 quoi. Donc quand on était le voir au cinéma, j'ai été déçu de ne pas retrouver un peu tout ça, mais avec le recul, ça reste un bon nanar, mais ça reste un nanar quand même, avec Dolph Lundgren. Donc le film de Prime sur les maîtres de l'univers qui va sortir, je m'attends pas à un chef-d'œuvre, mais quand je vois Fallout, je me dis il y a peut-être un peu d'espoir. Quand je vois le Seigneur des Anneaux, là où ils ont mis le budget, hein. Là ils ont mis un budget de ouf hein, pour le Seigneur des Anneaux. C'est le plus gros budget de l'histoire, je crois, pour une série. Hein. Je crois que c'était un truc comme ça, enfin ils l'ont vendu comme ça. Donc j'ai vu The Beekeeper. Alors, The Beekeeper avec Jason Statham. Alors là on a du Statham pur jus. Voilà, on a un Statham qui est tranquillou, relax au début du film, comme tous les Statham. Tous les films de Statham. Tous les films de Statham, il est tranquillou, il est peinard, faut pas le faire chier, gna 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 gna. Mais il y a toujours quelqu'un pour venir faire chier. Il y a toujours un mec qui va venir faire chier Statham. Je sais pas, quand tu vois Statham, tu te dis, tu le reconnais au bout d'un moment, tu te dis, ah, c'est Statham, je vais peut-être pas le faire chier ce gars-là. Je sens pas quoi, je vais peut-être pas le faire chier. Mais non, il y a un gars, enfin là, il y a un groupe de gars, on va dire, qui font pas chier Statham directement, mais qui font chier quelqu'un que Statham apprécie. Donc Jason Statham, il est pas content. Et là, il est vénère. Comme dans tous les Statham, à un moment donné, il passe du gars un peu cool à un gars vénère. Et comme tous les Statham, et bah, il va se venger. Dans tous les films de Statham, il passe des plusieurs caps. Je suis cool, je m'en prends un peu plein la tronche, tatati tatata, après je me venge, et j'en fous plein la tronche à tout le monde. Et dans The Beekeeper, il fera
fracasse tellement de gars là-dedans que je crois qu'il a jamais autant fracassé de gars dans un film. Et c'est jouissif, voilà, c'est jouissif, c'est du grand statam. Et The Beekeeper, c'est inclus avec Amazon Prime, je ne sais même pas sûr que c'est sorti au cinéma. Je crois que c'est inédit Amazon Prime, donc si vous avez Prime et que si vous aimez du statam, je vous conseille The Beekeeper. Et on va finir, enfin on va pas finir, mais dans le dernier film que j'ai vu, que j'ai fini aujourd'hui, c'est 408 avec John Cusack, qui a joué dans High Fidelity, j'en ai parlé tout à l'heure, et Samuel L. Jackson. Donc c'est un film tiré d'une histoire courte de Stephen King. Donc déjà c'est très prometteur, ça fait envie. Et c'est un comment dire, un écrivain qui va dans des hôtels divers pour voir s'ils sont vraiment hantés ou pas, quoi. Donc il va dans les hôtels machin et généralement il constate juste que c'est juste des conneries tout ça, quoi. Voilà, donc il écrit dessus, il dit bah on sent quand même que c'est assez tendu machin tout ça, mais il voit pas de poltergeist, il voit pas de fantôme machin patati patata. Et un jour il reçoit une étrange carte postale qui lui dit n'allez pas dans la chambre 408 dans l'hôtel The Dolphin, l'hôtel du Dolphin machin. Et ça l'intrigue, donc il fait des recherches et tout ça, et il voit que dans cet hôtel, particulièrement dans cette chambre, il s'est passé plein de drames, des défenestrations, des trucs comme ça, tu vois. Donc il s'y intéresse énormément, et plus il voit qu'il y a eu énormément de choses là-bas, il va tout faire pour aller dans cette chambre d'hôtel et passer une nuit. Il va là-bas, il rencontre Samuel L. Jackson qui est le directeur de l'hôtel et qui va tout faire pour le pour le décourager en fait d'aller dans cet hôtel, parce que l'hôtel il fonctionne bien, c'est un hôtel qui a une bonne réputation tout ça, mais cette chambre là, donc il va tout faire pour l'empêcher, le décourager d'aller dans cette chambre là. Donc au départ il va lui interdire carrément la chambre, donc il va faire appel à des avocats, des machins tout ça. Donc il va un peu obliger, parce qu'ils sont obligés de proposer cette chambre là à qui la demande, en gros. Mais il va tout faire quand même pour le décourager, donc il va lui raconter toute l'histoire de machin tout ça, et il va lui dire personne tient plus d'une heure dans cette chambre là sans qu'il arrive un drame, sans qu'il meure de cause naturelle ou sans qu'il se crève les yeux ou je sais pas quoi, ou s'égorge tout seul, enfin des atrocités quoi. Donc et généralement c'est des suicides ou je sais pas quoi. Et même il dit on fait le ménage au moins une fois par mois dans cette chambre là, mais on reste pas plus de 10 minutes. Et je surveille comme les femmes de chambre. Mais une femme de chambre s'est retrouvée enfermée dans la salle de bain, et quand ils ont réussi à la dégager, elle s'était crevée les yeux avec une paire de ciseaux, un truc comme ça. Donc il sait vraiment, cette chambre là, il fait tout pour le déconseiller quoi. Et John Cusack fait rien à foutre machin gna gna, il y va. Et là bah je vous laisse la surprise si vous voulez voir. Est-ce que cette chambre est vraiment hantée ou pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant. C'est assez intéressant comme film. Allez, on va voir le top 10. Le top 10, le top 10. Prime top 10 en France. Alors on a Mother's Instinct. Mother's Instinct. Avec Anna Thaoué et Jessica Chastain. 2023. Au début des années 60, deux voisines et par ailleurs meilleures amies mènent une vie paisible et sans histoire. Entre leur pelouse bien entretenue, leur mari prospère et leur fille ils m'obligent à cliquer dessus. Et leurs deux fils du même âge. Cette harmonie parfaite se brise tout à coup, suite à un tragique accident. La culpabilité, la suspicion et la paranoïa se combinent pour briser leur lien fraternel. Ça a l'air vraiment pas intéressant. Damage avec, c'est Samuel L. Jackson ça. Damage en 9ème position, en 2ème position pardon. Un détective de Chicago. Oh là, il est très mal noté sur Samuel L. Jackson et Vincent Cassel. Oh là. Un détective de Chicago par d'enquêter. J'ai plus de nom de toute façon. Je sais pas pourquoi j'essaie de tapoter. J'essaie de faire quelques triggers, mais un détective de Chicago part d'enquêter en Écosse. Oh là, je rajoute des liaisons dangereuses.
Un détective de Chicago part enquêter. Un détective de Chicago part enquêter en Écosse sur un tueur en série. 5 ans plus tôt, il avait entamé des recherches similaires à ce tueur dont une des victimes était la petite amie du détective. La petite amie du détective. Moi, ça a l'air nul à chier quand même. Ouais, je suis radical, moi. C'est peut-être bien, mais j'ai pas le temps de regarder trop de films médiocres. Parce que à regarder trop de films médiocres, je trouve que je nourris mon âme de trop de merde. Et c'est pas une bonne chose. Je raconte n'importe quoi. Kali, l'ange de la vengeance. Ah, ça a l'air magnifiquement pas terrible ça. C'est français. C'est français, il y a du sang, du blood. J'ai pas envie de voir ça. En quatrième position, nous avons Maxton Hall. Maxton Hall saison 1, donc c'est une série. Donc dans le premier top 10, il y a série et film, évidemment. Ça a l'air vachement pas bien. Lorsque Ruby découvre à son insu un secret explosif à l'école privée de Maxton Hall, l'arrogant héritier millionnaire James Beaufort doit se confronter à la vivacité d'esprit de l'étudiante. Je suis obligé de cliquer pour lire la suite. Il commence à me casser les bonbons. À la vivacité d'esprit de l'étudiante boursière. Ah voilà. La petite pauvre qui va tomber amoureux du riche héritier. Déterminés à la réduire au silence, mais leurs échanges virulents vont allumer une étincelle. Qu'est-ce que je disais? Voilà, c'était tellement prévisible. Ça a l'air tellement pas intéressant. Ça a l'air britannique. En cinquième position, nous avons Fallout. Donc c'est encore cinquième position, donc ça commence déjà à dater un petit peu. Fallout, c'est sorti quand? Il y a une date? Non, pas de date. Et en sixième position, nous avons le Statham, The Big Keeper, dont j'ai parlé il y a 5 secondes. Ah, en septième position, nous avons À Contresens. Celui-là, je l'ai découvert il y a pas mal de temps, ce film-là, À Contresens. Peut-être il y a un an. Parce que j'avais Prime l'année dernière, j'ai dû le découvrir l'année dernière, ça À Contresens. Ça date de 2023. C'est un Amazon original. Et c'est un petit film mélange histoire d'amour et Fast and Furious. Et bah, je vais vous lire la Psygnosis. Et j'ai trouvé ça vraiment plutôt sympathique avec des acteurs particulièrement inconnus. Et j'ai trouvé ça pas inintéressant. Franchement, si vous aimez les petites histoires d'amourettes de jeunes gens avec un peu de Fast and Furious et de soirées branchées et d'un riche héritier et d'une... En fait, si je me rappelle, ma télé veut s'éteindre. Non, tu restes avec moi. Donc c'est une femme qui élève sa fille toute seule et qui va se marier avec un homme plutôt riche. Donc elle va aller vivre avec cet homme-là dans sa grande villa machin. Et cet homme riche a un fils. Et c'est une relation entre le fils et la fille de la belle-mère. Enfin, je m'embrouille là. Enfin bref, la fille de la mère qui va se marier avec son nouvel amant. Et qui a un fils et les deux enfants vont se rapprocher dans un amour interdit. Et il va se passer des choses et voilà, il y a encore le côté un peu je suis pauvre, la fille pauvre qui va tomber sous le charme du jeune riche douillette, du jeune gars qui est riche, qui roule en voiture de sport et qui fait des courses automobiles. Mais elle, évidemment, c'est la fille d'un ancien, je me rappelle, un ancien coureur automobile qui a fait de la prison d'ailleurs. Ah oui, il fait de la prison et tout ça, mais il va revenir à un moment donné, machin. Je vous raconte tout le film. En fait. Non, de toute façon, c'est très banal, c'est très classique, mais c'est plaisant si vous aimez les trucs plaisants. Je peux vous lire Noah doit
quitter sa ville, son petit copain et ses... Alors Noah, c'est la fille. Hein. Noah doit quitter sa ville, son petit copain et ses amis pour emménager dans la villa du nouveau mari de sa mère. Elle y rencontre son frère par alliance, Nick, avec qui elle va entrer en conflit dès le début. Mais l'attirance... Ah, l'attirance, les belles voitures, le fric. Mais l'attirance... J'exagère. Mais l'attirance qu'ils ressentent l'un pour l'autre va les conduire à vivre une relation interdite. Interdite, non, 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 non. C'est interdit. Interdite. Va les conduire à vivre une relation interdite qui va attiser leur tempérament rebelle et tourmenté, les faisant tomber amoureux. Les faisant tomber amoureux. Alors j'adore leur tempérament rebelle et tourmenté. Quand je vois le tempérament rebelle et tourmenté que j'avais quand moi j'étais adolescent, et quand je vois leur tempérament rebelle et tourmenté, comment dire, c'est pas le même délire quoi. Enfin, bref, j'ai mon poussin qui tombe, sans mauvais jeu de mots. Donc voilà quoi. Qui va attiser leur tempérament rebelle et tourmenté, bah ouais, bah, écoute, c'est juste des jeunes adolescents. Un manque d'amour. Et de... je sais pas quoi d'autre. Bon allez bref. Donc attends, j'ai pas fini mon top 10. Bon sang de bonsoir. Bon sang de bonsoir. En 8ème position, nous avons Machine. Une série... Je regarde vite fait. Hein. Une jeune héroïne solitaire maître du kung-fu et un ancien toxico reconverti au marxisme unissent leurs forces pour mener la révolte ouvrière dans une petite ville de province. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là du tout? C'est français ça? Ça a l'air français. Ah bah, y a que du français donc on est français. Avec Margot Bancilone et Joe Star. Ah bah même pas en rêve que je regarde un truc avec Joe Star. Même pas en rêve. En 9ème position, nous avons Die Hard 2. Alors j'ai pas vu le premier. Cet acteur-là, il est rigolo. Il y avait un film avec... il a joué dans un film d'espion avec... comment il s'appelle avec, The Rock, là. The Rock. Mais Die Hard, voilà quoi. Non. Non, les amis, non. Non. Kevin Hart, attends, je vais dire ça tout de suite. Ah bah oui, il joue aussi dans Jumanji, c'est vrai. Kevin Hart. Donc il a joué plusieurs fois quand même avec The Rock. The Rock, The Rock, The Rock. Mais c'est quoi le titre avec The Think Like a Man? C'est que les Prime, ils nous mettent souvent le titre anglais au détriment des titres français. Donc tu t'y retrouves un peu pas des fois. Tu t'y retrouves un peu pas. Et moi je parle pas beaucoup bien français. Je parle pas beaucoup bien français. Bon, The Rock, comment il s'appelle The Rock? C'est pas Vin Diesel, The Rock. Bon sang, bonsoir. Bon, enfin, peu importe. Derrière ton 9ème position. Je regarderai pas ça. En 10ème position, nous avons l'idée d'être avec toi. Avec Anne Hathaway. Je reconnais Anne Hathaway. Et c'est marqué en plus. Et un gars que je ne connais pas. C'est une comédie romantique qui m'a l'air... Elle a 40 ans dans ce film-là. Elle est plutôt pas mal aussi pour 40 ans. Hey Campbell. Hey Campbell. Attends, je vous arrête tout de suite. Je crois avoir reconnu le prochain Musclor dans le film Les Maîtres de l'Univers qui va être fait par Prime. Je crois qu'il s'appelle Hey Campbell. Parce qu'ils ont montré la photo très récemment. Et beaucoup ont critiqué en disant ouais, il est pas assez costaud. Bon, il va jouer le prince Adam, mais à mon avis, quand il va se transformer en muscleur, ils vont peut-être mettre des biceps avec des effets spéciaux. Donc, Hey Campbell, ça serait le prochain musclor. Alors, je regarde un petit peu. Donc, c'est une femme de 40 ans qui a l'air de trouver, de tomber dans une relation avec un jeune homme chanteur.
Star. Ça a pas l'air mal, hein. Ça a l'air d'être assez... La musique est pourrie par contre. La musique c'est une musique de film de teenager, c'est pour ça que je dis ça, ça va pas du tout avec. Alors que bon, c'est vrai que les comédies romantiques, quand tu vois Coup de foudre à Notting Hill ou Quand Harry rencontre Sally, quand Harry rencontre Sally c'est un peu de la musique jazzy tout ça. Et Notting Hill on a de la bonne musique anglaise dedans quoi, tu vois. Mettre une petite musique de teenager pas terrible. Ça gâche, je trouve, la bande-annonce, le peu que je vois là. Donc Ace Campbell, cet acteur-là, il jouerait le prince Adam dans le futur film des maîtres de l'univers. Les maîtres de l'univers. Pam, 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 tous les mauvais génies. Les maîtres de l'univers. Pam, 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 pam. Évidemment, il est beau gosse, hein. Ace Campbell. Il a fait quoi d'autre? Ace Campbell. Belle, 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 belle. Ah non, ah non, je suis con. Il s'appelle pas Ace Campbell. Ça, le Ace Campbell, c'est le nom du protagoniste. Du protagoniste dans le film. Non, son nom c'est Nicolas Galitzine, mais c'est lui. C'est bien lui parce que j'ai reconnu plus son visage que son nom. Donc c'est ça, c'est Nicolas Galitzine. À revérifier. Mais ce gars-là, il va jouer Musclor, au moins le prince Adam, avant transformation. Avant la transformation en Musclor. Alors, Nicolas Galitzine. Galitzine. À vérifier. Bah, je vais vous dire ça tout de suite. Nicolas Galitzine. J'ai envie d'éternuer. 1m83. Tranquille. Beau gosse, 1m83. Les mecs, ils ont été faits sur commande. Hein. Je voudrais commander un gars d'1m83. Super beau gosse. By the power of Grayskull. By the power of Grayskull. Il y a une faute d'orthographe. Attends. Oui. Grayskull avec un A, les amis. Ils se sont trompés. Attends. Ils appellent ça crâne gris. La traduction française du film c'était crâne gris, mais non, King Grayskull c'est avec un A. C'est Grey avec un A. Ouais, donc ils ont fait une faute sur Grayskull. By the power of Grayskull, I have the power. Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. I'm so beyond proud to announce that I will be playing Adam, Prince of Eternia in Master of the Universe. Tu vois, c'est pour ça, il y en a beaucoup qui ont critiqué le fait qu'il n'était pas assez costaud et tout. Mais lui, il dit qu'il va jouer Adam, le prince d'Eternia. Il a pas dit qu'il jouerait Musclor. Nuance. Il y a quand même une sacrée grosse nuance. Sinon, il aurait dit je vais jouer Musclor, les gars. Je me la pète. Non, non, il va jouer le prince Adam. Donc le prince Adam avant transformation. Alors le prince Adam dans le vieux dessin animé, il a le même gabarit que Musclor. Genre tu le reconnais tout de suite. Hein, dans le dessin animé des Maîtres de l'Univers, dans les années 2000, 2002. C'est un jeune prince Adam, un adolescent, et qui va se transformer en une sorte d'adulte bodybuildé et tout ça. Donc là, oui, là, tu le reconnais pas du tout, quoi. Et dans les comics, les machins, tout ça, il y a plein de choses différentes. Ils ont bien fait des masterverse. Là, j'ai totalement décroché. Hein. Les multivers à la con, c'est n'importe quoi. Donc c'est bien lui, c'est bien Nicolas Galitzine qui va jouer le prince Adam dans le prochain film des Maîtres de l'Univers. Donc j'ai bien reconnu, quand même, j'ai reconnu les amis. Donc voilà, c'était le 10e que je vais regarder ça. Je vais me le mettre. Je vais le mettre. Ah bah il était déjà dans mes favoris. Hein, ça. Donc celui-là, je vais me le regarder et je vous dirai ça la prochaine fois. Voilà.
exactement minuit 10, minuit 12. Il est minuit 12 chez moi, en Normandie. Et les hélicoptères, les avions et les sirènes de police se sont tus. Il y a 1h17 dans le temps. Des fois j'ai le cerveau, mais faut que je rentraîne mon cerveau. Je sais pas comment. Faut que je rentraîne mon cerveau à devenir plus intelligent encore. Plus intelligent. Encore. Faut que j'entraîne mon cerveau à devenir beaucoup plus vif. Mais c'est vrai que j'ai tellement de choses dans la tête. J'ai tellement de choses. Tellement de choses dans la tête des fois que... Mais je suis quand même assez bon pour retrouver les noms des films, les machins et tout ça. Je sais qu'on me demandait, dans un de mes boulots là, on me demandait beaucoup le nom des films et tout ça. Et j'arrivais à retrouver les noms, les films, les années assez facilement. Enfin, les périodes plus que les années précises, même si pour certains films. Mais c'est vrai que des fois j'ai du mal là avec The Rock. Par exemple, The Rock, j'arrive pas à trouver son nom là tout de suite, alors que ça devrait être tellement évident quoi. Tu vois, Vin Diesel, ça m'est revenu tout de suite sans que je voie son nom. Des fois ça revient. Il y a des acteurs comme ça, puis d'autres fois, bah, ça se mélange. Et j'ai l'impression que c'est pas normal. Des fois, je te jure, j'ai l'impression que c'est pas normal de pas retrouver le nom de The Rock là, tu vois. Tout de suite, j'ai l'impression que c'est pas normal, ça devrait être naturel, je devrais l'avoir naturellement comme ça. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un problème lié à la mémoire, et peut-être que je vais peut-être souffrir de, de problèmes de mémoire beaucoup plus graves à l'avenir. C'est possible. Comme ça, je me souviendrai plus de tous les cons qui m'emmerdaient dans la vie. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, mais tu te souviens plus de tous tes bons moments. Je m'en souviens encore. Tu te souviens plus des gens que t'as appréciés, que t'as aimés, de tes animaux de compagnie qui t'ont apporté joie et bonheur dans ta vie. Ça peut être un peu plus emmerdant. Parce que finalement, les connards, tu finis par les oublier ou tu finis par les occulter. Vraiment les mettre de côté, tu vois, comme ça. Et quand tu les rencontres à nouveau un jour dans la rue, tu te dis, je connais ce gars-là. Ah, c'est un connard. Allez hop, je tourne. Je vais ailleurs. J'ai même pas envie de dire bonjour. Non, mais c'est bon, c'est qu'une histoire de nom hein, dans mes oublis. Hein. C'est qu'une histoire de nom, de titre et tout ça, mais bon, faut dire que est-ce qu'on peut tout retenir certains rêvent à tout retenir. Mais je pense que la vieillesse, ça y fait. Hein. Il y a rien à faire. Ça y fait passer certains. Qu'il y a des caps comme ça, c'est compliqué. 40 ans, c'est le cap le plus compliqué qui soit. Quand on dit l'autre il fait sa crise de la quarantaine pour diverses raisons. Mais passer 40 ans, je crois que c'est le cap le plus compliqué qui soit. Il y a plein de choses quoi. On vieillit, bon moi je pense qu'à 40 ans j'ai quand même plutôt bien vieilli, physiquement on va dire. Par rapport à d'autres, même 30 ans j'ai mieux vieilli que beaucoup d'autres. Même 20 ans pour certains. Mais 40 ans, je m'en tire plutôt pas trop mal. Mais la mémoire, le sport, bah, je fais plus de sport qu'avant, donc on va dire que c'est bon, même si j'ai toujours quelques petites cicatrices. Mais niveau mémoire, c'est vrai que je me rends compte, depuis que je fais ces vidéos-là, que des fois j'ai du mal à retrouver des noms alors que je n'avais pas du tout de mal il y a 10 ans, quoi. Pour moi, c'était automatique, hein. Ça revenait comme ça. Et là, je recherche des films comme High Fidelity que j'adorais, The Rock que j'ai toujours pas retrouvé son nom, tu vois. Il m'échappe. The Rock, son nom, quand il était catcheur, tu vois, je m'en souviens. Et au début, on l'appelait The Rock dans les premiers films avec la momie, tu sais, et le scorpion, je sais pas quoi. Là. Le film Scorpion, The Scorpion. Et avec Lucy Liu. C'est pas Lucy Liu qui joue avec lui dans le Scorpion. Comment je me rappelle de la fille
Lucy Liu qui a... Non, c'est pas Lucy Liu. J'ai une connerie. Lucy Liu, c'est celle qui a joué dans Ali McBeal. Oh, purée. Ah, j'en reviens, faut que je vérifie. Bonsoir. Bonsoir. Lucy Liu, c'est celle qui joue. Lucy Liu. Vas-y, putain. Tu m'obéis toi aussi. Plus personne m'obéit. Je vais même plus mettre chez moi de... Mettre des événements. Lucy Liu. Non, Lucy Liu. Lucy Liu. Oui, c'est ça, Lucy Liu, c'est celle qui joue dans Ali McBeal. Attends. Putain, mais... Je suis mal poli, hein, ça m'énerve. Film et programme. Alors, Lucy Liu, oui, c'est bien elle qui joue dans Ali McBeal. Elle joue dans Kill Bill, Charlie et les drôles de dames. Évidemment. Et elle a joué dans Ali McBeal. Mais moi, Ali McBeal, bordel. Sinon, tu vas me faire passer pour un con. Elle a joué dans Ali McBeal, voilà. On l'a découvert même dans Ali McBeal, apparemment. Donc, alors, on va mettre ce scorpion. On va savoir ça tout de suite. On va mettre les choses au clair, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, j'ai qu'une main. Ah, une main, c'est compliqué. Alors, je pourrais utiliser le truc vocal, mais bon. The Scorpion, le groupe de rock, The Scorpion King. Alors, c'est le Scorpion King. Hein. C'est le roi Scorpion. Ouais, c'est ça, le roi Scorpion. C'est Kelly Hu. Kelly Hu, la fille qui joue dans Scorpion. Kelly Hu. Et comment s'appelle The Rock? Il va pas me le mettre. Hein. Il va pas me mettre The Rock. Alors que c'est l'acteur principal. Distribution. Il le met à la fin. Il a le rôle principal, il me met à la fin de la distribution. Dis donc, Dwayne Johnson. Ouais, bon, écoute, je suis pas non plus fan non plus de Dwayne Johnson, donc c'est peut-être normal que je l'ai oublié, non? Ouais, bon, voilà, j'ai des coups de mots, hein, même dans les blabla, je fais beaucoup de fautes, d'erreurs, de barbarisme et compagnie. Des liaisons à la mort moelle, des liaisons vraiment grossières et tout ça, et dans les coupes j'essaie de corriger, après bon je mets des fois des petites corrections sous les vidéos pour dire voilà j'ai dit une bêtise là, comme histoire avec les billes où je parlais de maternelle, mais moi tu sais, pour moi la maternelle c'est avant 10 ans c'est la maternelle, mais en fait non. Non, il y a la maternelle jusqu'à 6 ans je crois, et après de 6 à 12 ans c'est l'école primaire, après c'est le collège, après c'est le lycée, et après c'est la fac. Voilà. Donc ça peut être très déroutant de dire que je jouais au billes à 3 ans ou à 5-6 ans, quoique pourquoi pas. Mais ça correspondait pas vraiment, on va dire, à la réalité, parce que j'avais peut-être 9 ans. 9 ans à Rion, j'ai dû faire 9. De 9 ans à 12 ans. Non, 9 ans à 11 ans. J'ai fait 9, 10, 11 ans. J'ai fait 9, 10, 11 ans à Rion. J'allais à l'école primaire. J'allais à l'école primaire. Je sais pourquoi je dis l'école primaire, parce que à Grès-sur-Mer, t'avais pas de maternelle ni d'école primaire. T'avais en bas la mère Laurence qui était avec les beaucoup plus jeunes. Je crois même qu'ils avaient peut-être 6 ans, peut-être pas, hein, peut-être pas. Et le père Laurent s'occupait des autres. Non, je ne sais plus. Enfin, peu importe. À Rion, j'allais à l'école primaire à pied. On avait eu 2 appartements. On a eu un appartement au centre-ville de Rion. C'était un tout petit appartement sur 2 niveaux. Et il y avait un escalier en colimaçon comme ça. Était très petit. L'escalier en colimaçon était très serré en fait. On pouvait pas passer à 2. Même 2 gamins, c'était compliqué. Alors quand il y avait mon père qui était assez costaud, colimaçon, je me rappelle, couleur vernis marron. Très foncé. Donc on avait un petit salon, toi, l'escalier en colimaçon, et on avait 2 chambres. Donc on était à 3 dans la même chambre. Moi et Dany, on était dans le lit superposé. Moi j'étais au-dessus. Ouais, j'étais au-dessus. Dany,
était en dessous et Eric il devait avoir un lit tout seul plus loin dans la chambre, toi. On n'est pas resté longtemps dans cet appartement. Peut-être qu'on a fait une année. On a fait une année et 2 ans dans l'autre appartement qui était beaucoup plus grand. Parce que là, on avait des chambres séparées. Moi et Dany, on avait chacun notre lit. D'ailleurs, je crois que le lit superposé, mon père avait dû le couper. Mon père, c'est un bricoleur de génie. Hein. Franchement, un bricoleur. Il avait tendance à s'énerver comme Dany, mon frère, a tendance à s'énerver quand il bricole. Il s'énerve pour un rien, quoi. Mais c'était un bricoleur de génie. Hein. Le lit superposé, il avait coupé. Je me rappelle. Ouais. Je me rappelle, il avait coupé le lit superposé. Moi, ça me dérangeait pas, j'aimais bien le lit superposé. Il avait coupé, puis il avait mis le lit hop d'un côté et l'autre de l'autre côté. Voilà, bah, ce qui est bon, voilà. Système D, système D. Hein. Et Eric, l'aîné, avait sa chambre, sa grande chambre à lui tout seul. Ce qui était, je crois qu'il avait une chambre déjà plus grande que la nôtre. Et il était tout seul dans cette chambre. Nous, on avait la chambre la plus petite que la sienne, et on était deux dedans, quoi. Déjà tu vois l'injustice. De toute façon, mon aîné, il a eu beaucoup de choses de plus que moi, que nous deux déjà. Il était beaucoup plus favorisé. Mais il paraît que c'est normal, c'est comme ça. Donc, je sais pas pourquoi je parle de Rion d'ailleurs. Mais c'est vrai que oui, j'allais du centre-ville au tout départ à pied, à la maternelle, à l'école primaire, bon sang, c'est pas possible. Je vais pas y arriver. Hein. Tu vois que mon cerveau déconne. Mon cerveau, il déconne, quoi. Il est minuit 25 et mon cerveau déconne. À minuit 25. C'est peut-être normal. Peut-être qu'à minuit 25, mon cerveau, il marche plus correctement, tu vois. Voilà. Demain, il faut aller voter en plus. Il faut que j'aille voter demain. Demain, je vais aller voter. De bonne heure. Après, je vais prendre mon vélo. Je vais aller au Super U de Blainville. Sur Orne. Parce que c'est ouvert maintenant le dimanche matin. Je vais m'acheter des pains au chocolat et me faire un petit déj à midi. Voilà, je me fais un bon petit déj à midi. Parce que j'ai envie de consoler mon petit cœur qui a souffert. J'ai fait beaucoup de vélo, j'ai maigri un tout petit peu, J'ai perdu un tout petit peu de graisse au niveau du pied. Ça se sent au niveau de la ceinture, tu sens que la ceinture, je peux aller un peu plus loin, toi. Et que ça me sert pas de trop. Et demain soir, dimanche soir, alors je sais pas quand va être cette vidéo, je pense que j'ai la vidéo d'Harry Potter qu'il faudrait que je finisse déjà pour commencer. Il faudrait que déjà je monte l'audio et qu'après je tourne la vidéo. Mais je vais me calmer quand même sur. Ça sera 2 vidéos par semaine, je pense. Hein, de toute façon. 2 vidéos par semaine, le mardi et le vendredi. Hein. Je partirai un peu comme ça quand même. Sauf s'il y a une vidéo qui fonctionne bien, qui a une bonne dynamique. Je me demande si je devrais pas la laisser un peu continuer sur cette dynamique là. Parce qu'à remettre des vidéos derrière, peut-être que ça casse aussi la dynamique. J'en sais rien, je vois. J'essaye de trouver des solutions, quoi. Donc demain soir, il y a aussi le Xbox Summer Game Show. Je vais regarder Julien Chiez et Carole Quinten. Le carreau jus demain soir. Et j'attends surtout Gears of War. Gears 6. Car c'est quasiment un des seuls jeux auxquels je joue en multijoueur. Depuis des années, depuis le tout premier. Je ne joue qu'à Gears of War. En mode horde principalement, parce que le reste c'est cheaté à fond les ballons. Niveau des connexions, c'est cheaté à mort. Donc c'est vrai que le mode horde, moi c'est quelque chose, je l'ai sûrement déjà dit dans une vidéo, c'est quelque chose qui me détend, qui me fait du bien, qui me fait être dans une sorte d'instant présent, où j'oublie tous mes soucis. Donc c'est vrai que bon là, niveau, là j'ai cumulé presque, j'ai même pas envie de vous dire, en plus j'ai déjà dû avoir cette discussion avec vous. J'ai même pas envie de vous dire le nombre d'heures que j'ai cumulé sur Gears of War 6, rien que le 6. Quand je le regarde, j'ai honte. J'ai honte de le dire et je ne vous le dirai pas. Alors imaginez Gears 1, Gears 2, Gears 3, Gears 4. Il y a eu aussi le Gears à la con là. Un Gears à la con qui était même pas fait par. Je sais même plus comment il s'appelle. Mais il n'y avait pas de mode horde là, non. C'était un mode à la con. Donc je le compte pas. Donc Gears 4, Gears 5 et Gears 6. Non, Gears 6, bah non. Il n'est pas
sur les 5 Gears of War. Alors le 1, pas tant que ça. Il n'y a déjà pas de mode horde dans le 1. Le 2, le horde, pas mal, mais beaucoup plus le 2. J'ai énormément joué, surtout au mode leader. Ouais, le mode leader, j'y ai joué pendant pas là, jusqu'au 3 quoi. Et le 3, le mode leader, il était pas là, donc ça a été compliqué au départ. Il est arrivé après et il était pourri le mode leader. Mais ça, j'ai déjà dû en parler. Je me rappelle en avoir déjà parlé. À moins que la vidéo a dû être effacée. Parce que je sais que j'ai effacé une vidéo à un moment donné parce que la lumière était tellement dégueulasse. Et j'ai dû effacer. Ça m'arrive des fois, j'efface, je dis ah je recommence, je réenregistre et je parle totalement d'autre chose. Donc bref, j'attends surtout Gears of War 6 demain. Peut-être qu'ils vont le montrer enfin. Voilà, parce que là, Gears of War 5, ça commence à faire quand même quelques années. Et maintenant, il n'y a plus que des noobs en mode horde inconcevable. Donc difficulté inconcevable le plus élevé. Donc il y a plein de noobs qui viennent là et qui savent jouer à moitié. Bon, bah, c'est bien, faut bien les éduquer ces petits noobs. Oh, faut bien les éduquer à Gears of War. Mais bon. Bon, je vais te laisser. Et non, j'ai rapetissé par rapport à la caméra. J'avais ajusté la caméra parce que j'avais les cheveux juste en haut, et là je suis complètement écrasé. Mais bon, c'est mes cousins aussi qui se sont écrasés.